Belaïd. Il y a une problématique, là je transcende parce que je suis d'accord sur le fond, sur tout ce qu'a dit Aziz sur un plan quantitatif. Mais moi, nous sommes dans un séminaire où finalement on est en train de parler de la mondialisation, donc de l'éclatement des États traditionnels et finalement de la mise en pratique de ce monde village dont parlait McLuhan. Alors moi, je ne comprends pas, sauf si, bien entendu, on en reste au sport service public de masse. Je ne comprends pas que des gens qui sont sur la voie du professionnalisme réclament cet État providentiel, réclament un État interventionniste, au moment où nous sommes dans la mondialisation. Et c'est ça peut-être, Laroui, grand historien, a fait un livre, entre autres, sur l'État, la notion de l'État, et ça, c'est très intéressant à voir dans la mesure où lui, il analyse l'État marocain, hein, morphologie, histoire, tout ce qu'on veut. Et alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut professionnaliser, c'est-à-dire impliquer, privatiser quelque part, que ce soit pour les médias, que ce soit pour le reste, ou alors on veut l'État-providence qui finance finalement ce qui devrait relever d'une autonomie à tous les niveaux. Et ça, c'est une problématique monstre dans un pays où on est quelque part fainéant, parce qu'on devient fainéant. Hein. C'est facile de faire le professionnalisme avec l'intervention de l'État, le financement par l'État. Et ça, c'est problématique, et ça devient populiste, ça devient politicard, mais c'est jamais une formule de relance véritable. Romy, tu veux intervenir? Oui. Je pense que c'est un très bon point, parce que c'est sûr que c'est évident que je pense que l'État peut donner le début, peut donner l'idée de partir. Mais après, c'est le système lui-même qui va générer sa propre structure, sa propre recette, on peut dire. C'est exactement ça, la capacité qu'il faut trouver dans le professionnalisme. Comme mon collègue disait avant, on a la possibilité de créer un circuit virtueux qui va s'alimenter soi-même pour créer les ressources financières, pour investir, pour créer des joueurs et pour continuer ce cycle virtueux. Alors oui, c'est vrai, d'un côté, je pense qu'on a besoin d'un point de début qui peut venir du côté du stade, de l'État, mais de l'autre côté, c'est le professionnalisme soi-même, à tout niveau, dans tous les sports, qui va créer ses ressources soi-même. Alors justement, merci Belaïd, merci à Romy aussi, parce que en fait, tu m'as tendu une perche, dans ce sens que où doit s'arrêter le rôle de l'État, hein, et lorsque l'État transmet le témoin au secteur public, hein, à quel moment il le fait et après quoi il le fait? Aziz. Et nous, si tu permets, il y a des spécificités aussi qui dépendent de la discipline sportive pratiquée. Il y a des sports qui, partout dans le monde, vivent sur le dos de l'État ou de collectivités locales parce qu'elles n'ont pas de recettes, parce que la nature même de ces sports ne génère pas de recettes, ou aujourd'hui ne sont pas à la mode pour générer des recettes. Mais il y a des sports qui génèrent des recettes très importantes. Ce qui est alarmant et ce qui est anormal au Maroc, c'est que les sports qui normalement devraient générer leurs propres recettes pour que l'État, avec l'impulsion de l'État, bien sûr, l'État peut les aider, les impulser. Mais une fois impulsé, il faudrait que l'État se retourne vers les disciplines qui, elles, ne pourront jamais dégager de recettes. Malheureusement, à aujourd'hui, et depuis 50 ans, nous ne vivons que sur ces disciplines qui à chaque fois, ont profité de la générosité de l'État, mais n'ont jamais fait l'effort de devenir indépendantes un jour ou l'effort de s'autofinancer un jour alors qu'elles en ont les moyens. Et ça fait perdre, c'est ce qui dilue, ce dont tu as parlé tout à l'heure, le contenu de la politique sportive. Parce que finalement, nous avons une volonté politique, mais nous n'avons pas une politique de sport. Parce qu'on aurait pu dire tout simplement à ces clubs, on vous aide cette année, mais l'année prochaine, débrouillez-vous. C'est un peu le cas de tous ces clubs omnisports où la section football se taille la part du Lyon et les autres sections se partagent les miettes. C'est un leurre, parce que c'est la loi qui a été détournée par le football. Je regrette de le dire, mais là, le football a détourné, a contourné la loi. Oui. La loi est inapplicable à une réalité qui n'est pas maîtrisée. Parce que c'est quoi, en fait, la loi? La loi, c'est l'explication d'une réalité pour la réformer, pour l'améliorer. Sinon, elle ne servait à rien. Alors, jusqu'à présent, toutes les lois qu'on a adoptées ont échoué. Donc, peut-être que le problème, il viendrait, lui, du législateur qui serait incompétent à gérer la réalité. Et puis, quand on parle de collectivité locale, c'est déjà la décentralisation. C'est plus l'État-providence. Sur le plan des médias, franchement, quand on parle de professionnel, vous me dites les médias audiovisuels surtout, avec le web qui arrive,
Eh bien, on dit les médias au service du spectacle sportif où ils s'impliquent en tant qu'investisseurs. Qu'en est-il des médias publics? Là, nous sommes en face de la bureaucratie traditionnelle avec une télévision de... Enfin, je vais dire un gros mot. Oui, c'est-à-dire qu'on en parle souvent dans nos émissions, c'est-à-dire que ne serait-ce que le championnat, le Botola 2 par exemple, n'a aucune visibilité. On ne voit jamais un match championnat amateur. Et ce qu'on disait, c'est que des fois, sur des chaînes satellitaires étrangères, tu vois des matchs de 3e ou 4e division. Mais Une fois par semaine, tu découvres les petites équipes. On a vu KCM ASS en télé. Et bon, au-delà de ça, moi je crois que la structure en elle-même n'est pas adaptable à une réalité professionnelle, qu'on le veuille ou non. Il faudrait que les gens changent pour se mettre à niveau tout autant que le football qui se met à niveau. Il faudrait que l'ensemble se mette à niveau et s'institutionnalise dans ce sens-là. Sinon, on va être dans le blabla et ça, il y a tellement de... Alors, soyez passants, ensuite on va vous poser, il y a un micro-baladeur qui va se promener dans les rangs et donc vous allez pouvoir poser vos questions. On en a encore pour 5-10 minutes, peut-être à radoter encore, non, peut-être, hein, une dizaine de minutes, je crois qu'on est dans les temps, je crois, hein, donc, c'est ça. Alors, justement, moi je voulais soulever un petit problème, donc, au niveau du football professionnel, hein, le cadre juridique, par exemple, du futur football professionnel, est-ce qu'il est adéquat? Parce qu'il y a beaucoup... Nous sommes dans un forum géopolitique. Bon, le sport a sa place. Pourquoi? Parce que, comme disait tout à l'heure Mohamed, le sport, c'est quand même... C'est pas le sport, c'est le secteur sportif, qui est un secteur industriel à part entière. Parce que tout à l'heure, il a donné quelques chiffres sur le 10e aux États-Unis, dans pratiquement tous les grands pays européens. Le sport, il est dans le top 10 hein, des secteurs industriels. En France, il y a 350 000 personnes qui sont employées dans le secteur sportif, entre du jeune formateur à Didier Deschamps. Hein, voilà. Donc vous avez 350 000 personnes entre le secteur public et le secteur privé qui opèrent dans le sport. Le sport, c'est 2,5-3% du PIB. Pratiquement en Allemagne, en Italie, c'est ça. Hein, je peux me tromper peut-être, mais je crois que c'est ça. C'est 2,5-3% du PIB. Donc c'est pas mal. Hein, donc, et la FIFA, c'est quoi? C'est la plus grande entreprise du monde. Je ne sais pas quelle est la part du sport dans le PIB marocain. Bon, mais c'est pas grave. Par contre, je rencontre beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui me disent, bon, d'accord, moi je voudrais bien investir dans le sport, mais pourquoi devrais-je investir dans le sport? Et surtout, hein, qu'est-ce qui me protégerait? Dans quel cadre juridique? Alors, messieurs, à vous la question. Dans quel cadre juridique, par exemple, on peut opérer aujourd'hui pour je dirais pour la construction du sport professionnel? Pas uniquement football. Hein. En principe, il faut, comme je dis avant, rappeler que la Ligue, étant qui appartient au club, doit être un sujet juridique indépendant, privé, qui est géré par les clubs, qui vont élire son président, son comité de gestion et tout ça. Au niveau du club, il faut faire une transformation. Il faut passer dans une gestion de société sportive, comme il est dans tout le monde où il n'y a pas encore une ligue professionnelle, comme il était une fois dans les pays qui les ont déjà, et le transformer dans des sociétés anonymes régulières, surtout avec un bilan certifié à travers la ligue. Ça veut dire que, enfin, le professionnalisme, c'est aussi une question de transparence vis-à-vis exactement les personnes qui ont l'idée de pouvoir investir. Alors, il faut avoir une grande transparence. Oui, transparence. Alors, transparency, est-ce que nos clubs, Belaïd, parce que bon... bonne gouvernance. Non pas que vous ayez la langue de bois, vous, mais Belaïd, je sais que... Transparence, bonne gouvernance. Transparence des clubs. Pourquoi ils ont peur pourquoi nos clubs... tout à l'heure, Romiga nous a dit qu'en quelques mois, hein, en 5-6 mois, les clubs aux Émirats Arabes Unis, mais la plupart des clubs asiatiques, en 5-6 mois, ils ont franchi la barrière, ils sont devenus professionnels pour pouvoir participer à la Champions League. Et nous, ça fait des années et des années, donc on est là, on est toujours sur les starting blocks, on n'arrive pas à démarrer, mais pourquoi? Aziz? Pourquoi? Parce que le club le plus riche dans ce pays fonctionne à 4 milliards de centimes, 4 millions de dirhams, c'est ça? Vous avez une idée? C'est quoi ça? C'est même pas les primes d'un joueur de haut niveau. Mais c'est ça, un moment où... Alors c'est utopique alors? Comme disait... comme vous a dit Pape Diouf. Parce que là, tout à l'heure, quand je disais droit international, nous sommes dans le
transnational. Et celui qui a fait la révolution du transnational, c'est le football. Nous avons des équipes qui jouent avec 11 joueurs de 11 nationalités différentes. C'est extraordinaire, ça. Le politicien n'a pas encore réussi. Mais il faut un minimum. Est-ce que l'Afrique, et donc nous, le Maroc, partie intégrante de l'Afrique, est-ce que nous sommes prêts pour le professionnalisme? Ou peut-être nous avons d'autres priorités. Comme disait par exemple Pape Diouf, il dit, bon, peut-être qu'en Afrique, il y a d'autres priorités. Il y a la santé, il y a l'enseignement, il y a les infrastructures, tout ça. Bon, le football peut attendre. Non, mais Diouf parle aussi d'un concept cher à Samir Amin en économie, qui parle, lui, du centre, de la périphérie. Et nous sommes, nous, les Africains, dans la périphérie. Autrement dit, nous sommes dans la dépendance totale et intégrale. Nous sommes la pépinière de l'Occident. Le spectacle, il est organisé en Occident. Et nous fournissons, bien entendu, en matière première. On le fait pour l'économie de manière générale, pour l'immigration, pour les trucs. On continue à le faire dans le domaine du football. Et je crois que, quelque part, cet impérialisme n'est pas intéressé à ce qu'il y ait un spectacle dans ces pays qui servent de pépinière. On est encore victime du Nord, alors, même, comme pour les questions géopolitiques, le Sud est encore victime du Nord. Mais bien entendu. Mais quoi? Le football n'y échappe pas. C'est un enjeu géopolitique tout autant que le reste. C'est de grande importance. C'est pas visible parce que les intellectuels ne s'y intéressent pas, mais le jour où ils s'y intéresseront, ils comprendront. Aziz? Moi, je dirais d'abord que la réussite du professionnalisme ne se mesure pas au nombre de millions de dollars qu'on y met. Elle se mesure à la gestion qu'on en fait. Donc, le professionnalisme peut avoir de multiples facettes. On peut avoir un professionnalisme pour $1 million, comme on peut avoir un professionnalisme pour $100 millions. Mais celui d'$1 million peut être mieux géré que celui de $100 millions. Donc, ce n'est pas une question quantitative pour moi. Mais par contre, parce que tu es parti d'une question sur la situation au Maroc. La loi aujourd'hui ne permet pas cet investissement. Parce que les sociétés à but non lucratif, qui sont les sociétés sportives, vous empêchent de faire du bénéfice. Pourquoi voulez-vous que j'aille investir mon argent dans un football qui ne va rien me rapporter parce que je n'ai pas le droit de faire des bénéfices derrière? Mais la loi t'autorise à transformer ta association en société anonyme à objet sportif. Oui, mais tu n'as pas le droit de faire des... Selon la loi actuelle, tu n'as pas le droit de faire des bénéfices sur le dos du football. Voilà en vérité. Et à partir de là, tu ne pourras jamais avoir de professionnalisme. Ça, il faudrait peut-être expliquer davantage à nos amis dans la salle. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est quoi? C'est que, en fait, on a voulu, on va le dire peut-être, je ne sais pas, c'est pas très diplomatique, mais on a voulu copier la linéa sur le football français, c'est-à-dire transformer le club en association à objet sportif, mais non lucratif. Donc, franchement, le jeune entrepreneur qui dit, moi, je veux bien investir dans le football, mais après, on me dit, attention, les dividendes, après, il faut les reverser, il faut les réinvestir. Tu ramènes rien à la maison. Donc, Aussi, dans les Émirats Arabes Unis, on avait un problème de loi. Aussi là-bas, quand on est parti, quand on a commencé, la loi ne permettait pas de faire tous les changements qu'on avait besoin. Mais étant que le gouvernement, comme on disait avant, il a aidé le début du procès, ils ont changé la loi. Pendant 3 mois, ils ont changé la loi et on a pu partir. Alors, en conclusion, avant de passer la parole à la salle, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, déjà, le cadre juridique, on n'y est pas peut-être? La loi peut-être n'est pas très adaptée? De la légalité sportive, il y a encore beaucoup de choses à faire et nous n'avons pas de spécialistes. Nous n'avons pas de juristes du sport. Le jour où on aura des juristes du sport qui tiendraient tête aux politiciens qui suffisent dans des lectures générales, sans rien proposer de concret, mais ça marchera. Parce que le juriste, lui, il s'est dissocié entre la réalité et la théorie, tu l'as dit toi-même. On est en train de copier des systèmes qui existent ailleurs, mais qui n'ont rien à voir avec nos spécificités. Et le jour où on aura des juristes du spécifique connaisseurs du sport, eh bien ça marchera. Ouais. Bien sûr. Spécificité, c'est très... Là, je ne suis pas d'accord du tout. Les spécificités marocaines africaines sont différentes des spécificités européennes, hein, c'est sûr. Non, je ne suis pas d'accord avec Blaïd parce que ce n'est pas la compétence qui nous manque. Ouais. C'est ce que nous voulons faire de ce football. Pourquoi on a fait la loi telle qu'on l'a faite aujourd'hui? C'est pour contenter tout le monde. Donc c'est une vision politique qui a été traduite par le juriste. Mais en fait, si on avait décidé définitivement que le football pouvait devenir un domaine d'investissement, on pouvait gagner de l'argent dans le football, la chose aurait changé. Mais les législateurs n'ont fait que traduire la volonté des politiques. Lesquels politiques ont voulu mélanger et le chou et le lièvre, enfin, et le loup. Donc finalement, d'accord. Alors ça donnait un système bâtard. C'est le cadre juridique. Oui. Moi, je connais 3 juristes du sport, spécialistes. Dans un pays de plus de 30 millions d'habitants,
on a 3 juristes, hein, et qui ne font même pas ça parce que bon, ça ne repart pas grand, donc ils sont ailleurs. Oui. Mais la majorité des textes qui sont produits au niveau, que ce soit des assemblées générales, du Parlement, sont caducs. Parce que généralement, ils sont très mal ficelés et faits par des généralistes. Vous savez, au Maroc, on confond un avocat et un juriste. On continue. On est avocat, ça y est, on est en juriste. On vient discuter du sport. Alors, c'est des métiers différents, c'est des spécialités différentes. Bon, ça, c'est le rôle, bon, c'est le guardrail, hein, c'est-à-dire la loi sur le sport et l'éducation physique, c'est le cadre juridique, etc. Le rôle des collectivités locales, maintenant. Est-ce que les collectivités locales jouent leur rôle à fond dans le sport? Les collectivités locales, quand tu leur parles, ils ont des priorités prioritaires. Ils te parlent de l'école, ils te parlent des routes, ils te parlent des hôpitaux, ils te parlent de... Et on se fait une illusion sur les autorités locales qui sont pauvres. Ils peuvent rapporter au niveau de la TVA, je ne sais quoi d'autre, mais au niveau de la répartition, ben l'État-providence bouffe tout. Il n'y a pas de véritable décentralisation. La pratique du sport n'est pas, je dirais, à l'ordre du jour des collectivités locales, Aziz? En fait, il faut revenir à l'histoire de cette affaire. Au départ, les associations sportives et de jeunesse étaient subventionnées directement par l'État, directement par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et puis à un moment donné, on a voulu un peu régionaliser ou répartir ça et en faire une attribution des collectivités locales. À partir de ce moment-là, c'est devenu un outil politique plutôt qu'autre chose. C'est qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sport qu'on subventionne, ce sont les associations d'obédience politique X ou Y, tout dépend de celui qui dirige en toute impunité d'ailleurs, ceux qui dirigent les collectivités locales. Donc en fait, cette manne financière qui est très importante, qui est beaucoup plus importante que ce que distribue le ministère de la Jeunesse au sport, n'est pas utilisée à bon escient. Voilà, ça c'est vrai, ça c'est une réalité. Et on le vit au quotidien, justement, avec des associations qui sont certes plus ou moins dynamiques. Hein, mais moi, je peux vous citer par exemple une association de Sidi Moumen qui a fait un partenariat avec l'Inter de Milan. Et puis on débarque là-bas, l'Inter de Milan a envoyé deux jeunes cadres intéristes. Ils sont venus, ils ont encadré les jeunes cadres marocains aussi. Les gosses, ils avaient des superbes tenues de l'Inter de Milan, etc., etc. Et puis je vois personne. C'est vrai, il n'y avait aucune autorité ni consulaire italienne, ni aucune autorité du côté de la préfecture, du côté de la commune et tout ça. Et puis le président de l'association, il me dit, ah, tu sais, hier je suis allé inviter le gouverneur, mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Je dis, ah bon, c'est seulement hier que tu... Donc voilà, en fait, ce sont des associations qui, je ne dis pas, elles ne sont pas toutes comme ça, mais beaucoup sont plutôt opportunistes. Elles vivent à côté du sport. Non, c'est encore une des dérives de la démocratie marocaine. Voilà. Il faut appeler un chat un chat. C'est une dérive. Ouais. C'est une dérive. L'État, donc la décision. Tu parlais de volonté politique. La volonté politique qui est, c'est la politique qui n'y est pas. Ouais. L'État a cette volonté justement de mettre à disposition des jeunes des moyens, lesquels moyens sont détournés à des fins politiques. Il faut le dire. Alors, cadre juridique, collectivité locale. Tu sais, quand tu parles d'entreprise, alors SOS, tout ce qu'on veut. Eh ben, il faudrait que ça soit géré par des investisseurs, qui aient l'esprit d'investissement. Aujourd'hui, le professionnel est dirigé par des amateurs. Il y a des gens qui sont amateurs, qui ont leurs préoccupations ailleurs, qui chargent de gérer leur entreprise, qui est compétitive, qui est fructueuse, tout ce qu'on veut. Et parallèlement, en amateur, on gère une structure qu'on veut professionnelle. Est-ce que ça, c'est normal? Alors, avant de passer aux questions de la salle, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On a quand même extirpé 2 ou 3 raisons pour lesquelles le sport se morfond. C'est quoi? C'est d'abord un cadre juridique, c'est l'absence, ce sont les collectivités locales qui ne jouent pas le jeu, c'est peut-être au niveau de l'encadrement, au niveau de la formation, peut-être là aussi le bas blesse. Au niveau des clubs qui ne jouent pas leur jeu, au niveau de la formation, c'est quoi exactement? Surtout ce n'est pas du tout en question d'argent. Comme on lui disait avant, ce n'est pas absolument en question d'argent. Il ne faut pas penser que nous, on n'est pas avec les Arabes, qu'ils ont l'argent, ils ont pu le faire. Non, ce n'est pas en question d'argent, c'est une question de volonté. De volonté qui d'abord c'est politique, mais qui c'est une volonté du pays. Oui. Allez, moi, si tu me demandais de résumer, je résume tout simplement la chose d'une seule façon. C'est ce qui me vient à l'idée. Le sport est un métier qui se décline en 17 autres métiers, à partir de l'homme de communication, qui est Sixous, au champion, qui est le professionnel, qui est Nsabi. Voilà, c'est sûr. Donc, c'est un angle de 180 degrés. Donc,
tu as 17 métiers qui contribuent à la performance sportive. Le jour où on comprendra que c'est ainsi et on mettra en synergie justement de ces compétences parce qu'elles existent au Maroc et ne pas mettre un grain de sable à l'intérieur qui s'appelle les politiques, là ça pourra marcher. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a de plus en plus d'universités dans le monde qui ont des cursus justement de management dans le sport. Hein? Et il y a des universités spécialisées que dans ça. Oui. Université de gestion du sport. Oui. Pas une section, non. Oui. Belaïd, moi, je dirais tout simplement, moi je suis d'accord sur tout ce qui vient d'être dit, mais tant qu'on ne traite à propos de la mutation, moi je dis mutation du sport, que du côté visible de l'iceberg, bah, ça ne marchera pas parce que nous ne sommes pas armés aujourd'hui pour instruire un dossier de manière exhaustive sur le sport, ses natures et ses crises. Voilà le problème. Mohamed Guessous, ta conclusion? Ouais, ta conclusion, on devrait rester ici jusqu'à demain matin, parce que franchement... Je ne pense pas qu'on puisse conclure un sujet pareil, mais juste une ouverture sur... notamment, et aussi pour recaler un peu les débats avec l'objet des Médailles, c'est le rôle que peut avoir le Maroc dans le rayonnement du sport national, justement, à l'échelle africaine, à l'échelle régionale. On est très tourné vers l'Europe, vers l'Occident, du point de vue sportif, comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais je pense que le Maroc a aussi un énorme rôle et un énorme levier sur son intégration sur le territoire africain et dans le sport africain. L'expérience de la dernière Coupe d'Afrique des Nations que j'ai eu la chance de couvrir, on voit des délégations qui arrivent et qui sont là, mais les relations avec les institutions panafricaines sont très importantes, les relations avec les confédérations sont extrêmement importantes. Je parle sous le contrôle de Aziz Daouda. Il y a aussi cette ouverture et ce rayonnement possible à travers le rôle de tous ces acteurs, ce 180 degrés dont parlait Aziz, qui est primordial aussi comme levier et accélérateur de croissance du secteur. À mon avis, sur le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest et même sur l'ensemble du continent, on devrait pouvoir avoir des acteurs et des relais d'expertise ici qui sont capables de livrer partout en Afrique. Voilà. Absolument. Merci. Nza Bidouane. Nza, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réconcilier le citoyen lambda, le citoyen marocain et le sport, et son sport? الرياضة ديالو. الرياضة ديالو تيخصنا نخليو الرياضة للناس ديال الرياضة. باسكو مع الاسف عندنا دي ديريجون في المغرب اللي تيأثروا الرياضه ولكن مع الاسف ما تيعرفوش حتى جو سامبليفي لي شوز باسكو ان تور دو بيست كون تو لي دوموند ما عارفش شحال فيها ان تور دو بيست كون تو لي دوموند كومبيان دو تور في لا بيست ما تيعرفش لا ريبونس سكي في تيخلي اون شونج جامي اون ايكيب غانيونت اوغوزمون عشت في اون ايبوك اللي تاثرت فيها دي ديريجون اللي في المستوى العالي اللي افتخرنا بهم افتخر بهم المغرب باسكو جو سوي ان برودوي ماروكان 100% ماروكان mon entraîneur était marocain mon médecin était marocain mon kiné l'entourage c'est pour cela في الاول تكلمت على انه سي داوود تكلم على انه ان اتليت ما تيخلقش بوحده ان اتليت تيخصو ان entourage les résultats اللي حرز عليها المغرب في les années 90-2000 c'était un travail un grand travail par des Marocains des vrais Marocains parce que تيخصنا نفتخروا بكل ما قمنا به يعني tous les Marocains sont fiers mais تيخص الرياضة عندها ماليها ما عندهاش إنسان اللي ما عمره ما لبش الصباط ديال الرياضة عندها ماليهم ماليتها تا هما العيالات راه شي حاقرين من عندهم ماليت العيالات تا هما كاين ماليها وماليتها تا هما ils sont marginalisés les femmes non. Alors, il y a des demoiselles qui vont vous passer les micros. Alors, je sais pas, on va commencer par le fond. Voilà, allez, le jeune homme là-bas au fond. Et ensuite, on va avancer. Comme. Alors, bonjour à tout le monde. Vous avez parlé de la léthargie du sport au Maroc à travers les politiques menées dans le pays. Moi, je voudrais revenir sur un aspect beaucoup plus philosophique, c'est-à-dire la léthargie de la culture sportive de masse. Je voudrais juste appuyer ce que M. Daouda a dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'élément humain.
Moi, je suis né dans cette ville, j'y ai grandi, mais je suis toujours sidéré de constater qu'une ville de telle ampleur n'abrite pas en son sein une manifestation, par exemple, de course à pied sur route, et qui serait, c'est-à-dire ouverte à tout le monde. Donc, je pense qu'il y a peut-être un problème de culture ou de sportive à travers la pratique de masse. Et merci. Voilà. C'était une constatation plutôt. Hein. Donc, ouais. Bonsoir Si tout le monde. avez... Merci. Bonsoir tout le monde. Merci Aziz, parce que je commence par la fin. Il faut faire du sport un métier. Or que chez nous, c'est une distraction. Donc il faut, je commençais par là. D'autre côté, j'ai une petite remarque qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'à ne pas vous regarder et vous écouter, j'ai l'impression d'être sur les ondes de Radio Mars le matin. Oui. Ah ben, en fait, donc, on a été engagés pour ça. On peut peut-être se tromper, mais je leur ai dit, nous, je leur ai dit à Brahim Fassifiri, à Tala Sarjin Jahandak, avec Farkam anticonformiste, c'est-à-dire ne croyez pas qu'on va venir ici, bonjour monsieur, bonjour madame. Donc, Lino, ça ne manquait que le camarade président qui manquait à la discussion. Oui, bien sûr, mais camarade président. Bien. Moi, j'aimerais parler en chiffres, en particulier, en chiffres et en politique, parce que tout à l'heure, tout le monde parlait, est-ce que, bon, pourquoi la politique, ça gérait dans les affaires sportives, etc. Et j'ai dit que la politique, dans notre pays, il infecte un petit peu la gestion du sport. Et je m'explique. L'année dernière, par exemple, il y avait un problème de discussion de loi de finances. Étant donné que le président de l'ERINI quittait le ministre des Finances, ne pouvait pas discuter sa loi de finances, pourquoi ça pouvait se retourner contre lui le moment où il y avait la campagne électorale. Dans ce fait-là, ils ont reporté la discussion de la loi de finances jusqu'au premier trimestre de l'année en cours. Qu'est-ce qu'elle a créé cette chose? C'est que les fonds ont été débloqués, les budgets du ministère n'ont pas été débloqués qu'au mois de juin. Or, la saison sportive commence au mois d'octobre. Alors, pouvez-vous me dire qu'une petite association, comment elle va gérer son quotidien, ses besoins, et d'attendre la fin de la saison pour avoir les dessous du ministère? Là, je prouve qu'il y a quelque chose qui infecte un petit peu le politique sur le sport. Ça d'un côté. D'un autre côté, je resterai toujours dans les chiffres. En 2009, le budget du ministère de la Jeunesse et Sport était de l'ordre de 0,68. En 2011, il est monté à de 0,78. D'accord? Actuellement, il descend à 0,46. Est-ce qu'avec cette stratégie politique, on va développer le sport et on va demander aux athlètes de nous fournir plus de médailles, plus de présence à l'échelle internationale? Du tout. Okay? Ça d'un côté. D'un autre côté, pour la distribution des subventions au ministère de la Jeunesse et des Sports, je me demande pourquoi nous donnons 8 millions de dirhams à la Fédération royale marocaine de football qui tourne à 500 millions de dirhams par an. Ces 8 millions de dirhams, il y a une autre association qui en a besoin. Pourquoi subventionner l'athlétisme, le sport équestre, le tennis, le golf? Ce sont des fédérations qui sont riches. Or, il y a d'autres fédérations qui sont pauvres. Et là, je fais une remarque au panel, c'est que sur la discussion, il y avait le football qui dominait la discussion, à l'exception de Nezha et de Aziz, qui étaient un petit peu sur l'athlétisme et sur la gouvernance de l'athlétisme. Le reste, c'était football. Or que dans notre pays, il y a 45 fédérations et 62 disciplines sportives. On n'en a pas parlé. D'accord? Pour ce qui est du sport de proximité, et ça, je reviens toujours à ce que la politique a causé pour la gestion du sport, c'est que ces dernières années, on a vu pousser les centres de proximité qui ont été créés au temps de Monsef El Khayat. Allez-y les voir maintenant, comment ils sont dans quel état. Bon, de toute façon, je termine là, oui. Merci. Alors, ce que vous avez dit sur le football, vous enlevez football, vous mettez basket. Enlevez basket, mettez rugby. Enlevez rugby, mettez handball. C'est les mêmes problèmes qui vont rejaillir. Hein. C'est la même gouvernance, etc. Alors, le monsieur au centre, là. Ah, vous avez le micro. Alors, à vous, alors, si vous avez déjà le micro. Qui a déjà le micro? Ah ben, allez-y. Bonsoir. Je voudrais juste
donner une idée. Parce que j'ai entendu politique, du sport, stratégie et tout ça, mais moi, c'est des actions qu'on veut. Et les actions, ça manque. Par exemple, je dis il y a des actions à long terme qu'il faudrait qu'on établisse, par exemple les académies de sport, les universités de sport et tout ça. Oui. Mais il y a aussi des actions à plus court terme qui visent à rétablir le sportif lui-même. Par exemple, tout le monde n'a pas eu la chance qu'a eu Nzha ou Nawel de savoir parler, d'être un bon orateur et de communiquer avec du monde. Mais il y a des sportifs, dès qu'ils ont terminé leur carrière sportive, ça y est, on n'entend plus parler d'eux parce qu'on ne les a pas réinsérés, on ne les a pas formés, on ne leur a pas appris à communiquer avec les autres. Peut-être qu'ils sont de bons sportifs, mais ils ne peuvent pas manager d'autres sportifs. Et c'est ça, il faut, à mon avis, il faut un conseil national de réinsertion de ces sportifs, si vous voulez. Ouais. Merci. Bon, en fait, moi, ce que je vais vous demander, c'est si vous pouvez vous poser des questions, hein, peut-être parce qu'il faut profiter de la présence justement d'Aouda, de Belaïd, de Romiga et de Nza, de Sigessous aussi. Hein, donc, Nino, j'ai une question. mais c'est Moi- juste, non, c'est juste ce qu'il dit sur la réinsertion. Mais ça vaut pour tout le monde. Hein. Il y a des grands footballeurs, il y a des grands athlètes qui ont disparu. Parce qu'après, bon, c'est pas tout le monde, comme vous dites, qui a la patience ensuite de transmettre. Bien sûr, l'idéal, ça serait que le champion transmette. Mais c'est pas tout le monde qui a ce don. À quel micro? Nino, oui, j'ai C'est à une moi, question. je pense. Alors Le moi, monsieur à je micro. rejoins, justement, j'ai deux petites questions. La première, ça rejoint un peu le point de Madame Nzha Bidouane. Ça concerne justement pourquoi ne pas laisser le sport aux sportifs. Je pense notamment à Monsieur Younes El Yenaoui, qui a été un ambassadeur du Maroc partout dans le monde chaque année et qui a demandé justement à faire partie de la fédération du Royal Marocain de tennis. Et malheureusement, on laisse toujours ce sport aux technocrates. Et donc la deuxième question, c'est par rapport aux infrastructures. C'est pourquoi ne pas maintenir un certain budget, non pas pour construire de nouvelles infrastructures, mais pour essayer de maintenir la maintenance. les infrastructures. Alors, qui va répondre existantes. sur l'Ainaoui? Bon, l'Ainaoui qui n'est pas sollicité par la Fédération de tennis, mais ça vaut aussi pour les autres disciplines. Oui, c'est un problème monstre et c'est anormal. D'ailleurs, Arazi non plus, parce qu'il vient de partir. Hein. On l'a mis à la télé en tant que consultant, alors qu'il n'a rien à voir. Ce monsieur a un rôle à jouer sur les cours. Et c'est dramatique. Et c'est vrai, ça répond aussi à la question sur la réinsertion. C'est peut-être des fortes personnalités qui gênent peut-être. Infrastructure, les fonds, justement, ce qui est important, c'est les fonds justement pour les entretiens, pour la maintenance plutôt. Question de l'encadrement, on a toujours, c'est depuis toujours, hein, c'est pas nouveau. On a toujours considéré les sportifs comme des mineurs. Voilà, tout simplement. C'est que le sportif est là pour courir, il est là pour marquer des buts, mais il n'est pas là pour réfléchir ni pour gérer. Et justement, quand monsieur parle de leur réinsertion, etc., en fait, ce n'est pas eux qui ne cherchent pas à se réinsérer. C'est qu'on essaie de les effacer. Et on les efface, et on réussit à les effacer. Ils sont dans la société, ils sont noyés un peu partout, ils font autre chose, mais ils ne font pas de sport. Tennis, Karim Alami, aujourd'hui, il est intégré, il est directeur d'un grand ATP, il est milliardaire, Karim Alami, il a été pris par Mais t'as pas le besoin de dire Qatar. pourquoi tu dis qu'il est milliardaire? Ça n'a pas besoin de dire qu'il est milliardaire. Non, mais Et s'il je est ne suis pas compétent, il jaloux. est directeur du Je- tournoi je de ne l'ATP suis de pas Dubaï. jaloux, Voilà, il est c'est riche, tout. il travaille. Il est milliardaire. Msarto, Et justement, lui- c'est bon parce et qu'il est lui, compétent. aujourd'hui, on passe par lui Parce pour qu'il est participer compétent. à ce grand ATP. Voilà. Et on l'a jeté du RUC. Quand il était à Casablanca. Nza, il tu vois, créait même un petit Nza n'est centre. pas d'accord avec toi. Tu vois, c'est sûr qu'elle va te répondre. Je suis d'accord. بوغ ادماج الرياضيين مع الاسف في المغرب تنتكلموا على ادماج السجناء ولكن لي سبورتيف نو ما تندمجوش لي سبورتيف باسكو ان سبورتيف تيمشي لواحد لو دومين ديالو الرياضه الاج دو 15 16 تيدوزها واحد 20 عام et quand il finit sa carrière ça y est c'est fini pour lui parce que حياتنا la vie ديالنا هي le sport c'est matin soir c'est tous les jours 7 sur 7 mais après c'est fini pour les sportifs
Heureusement, vous avez parlé, monsieur, que moi, j'ai eu cette chance parce que le système de l'athlétisme nous a beaucoup aidés. Il y avait des athlètes, mais il y avait des dirigeants, il y avait parce que on a des formations au Centre national d'athlétisme. Mais la plupart des sportifs, مع الأسف, ملي يسالوا la carrière ديالهم, ça y est, c'est fini. Parce que ولينا تنعتبروا نفسنا على أنه واحد الشيء تيستغلوك et c'est fini après. Et on les dérange, vraiment. Guessous, tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors juste sur le rebondir sur ce qu'a dit Nza, il y a des normes parallèles à faire entre les compétences d'un sportif et les compétences qu'il met en œuvre pour il est capable de transmettre, qu'il met en œuvre pour réussir dans son sport et en tant que manager. Il y a énormément de sportifs, le sens de l'effort, le sens du travail qu'on retrouve chez les grands dirigeants. Et un deuxième aspect, c'est l'entourage de ces sportifs. Si Daouda parlait de l'entourage technique, de l'encadrement lorsqu'ils sont jeunes et qu'on mise sur eux pour qu'ils réussissent, qu'ils gagnent des médailles. Il y a un autre encadrement, c'est l'encadrement qui les représente, qui fait d'eux des symboles de la nation, et aussi qui assure pour eux des revenus. Parce qu'on a aussi des athlètes qui ont fait connaître les heures de gloire du sport national et qui sont aujourd'hui, et c'est la question d'argent importante, qui sont aujourd'hui très pauvres et qui vivent dans la misère. Alors, je vais vous demander simplement de vous présenter. Hein. Vous dites si vous êtes étudiant, si vous êtes propriétaire d'un club de football ou je ne sais pas. Donc, alors, allez-y, le monsieur au fond là-bas, puisqu'il y a déjà le micro. Je suis monsieur Belriti, je suis un consultant. J'ai une question. Consultant surtout, dans quel secteur? Secteur industriel, mais je suis un Marocain qui aime bien le sport et le foot marocain et on a vraiment marre de perdre du temps. Aujourd'hui, c'est une question spécialement au ministère du Sport et de la Jeunesse. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas avec vous sur cette salle un représentant de la collectivité locale? Parce qu'aujourd'hui, la deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir avec eux le budget qui passe via le ministère de l'Intérieur, qui repart pour le professionnalisme, qui doit repasser directement chez des sociétés SA ou SARL pour lancer. Sinon, on va rester comme le problème qu'on a dans le ministère de l'Agriculture. Heureusement, M. Khanouch commence ça. C'est les abattoirs. Hein. Les stades, c'est comme les abattoirs. Aujourd'hui, les joueurs qu'on sort, malheureusement, on parle du professionnalisme, mais on n'est pas encore professionnel. La viande qu'on mange aujourd'hui, elle n'est pas de qualité parce que les localités, c'est eux qui gèrent les abattoirs et ce n'est pas les privés. Merci. Ouais. Bon. Vous voulez répondre, vous, là-dedans? Tu n'as pas retenu les stades comme les abattoirs? Oui. Bah oui, belle oui, métaphore. Oui. C'est vrai. Bah, c'est comme disait le président Mjid. Hein, on ne fait pas de la formation, on fait de l'élevage. On élève des jeunes footballeurs. Jeune homme? Bonsoir, je m'appelle Sadiq Afoullah. Je suis un étudiant en marketing communication, Master 2, à l'Institut Haute Études de Management de Tanger. Donc, je veux rebondir sur un point qui a été traité par M. Daouda, c'est par rapport au capital humain. Donc, moi, je me demande si le sportif marocain ainsi que l'encadrant ne manque pas de discipline ainsi que d'humilité dans son travail. C'est de la part des deux côtés. Ma deuxième question, elle s'adresse à M. Gussous, c'est par rapport au terrain vert que vous avez parlé, dont vous avez parlé. Donc, par rapport au mondial de 2013 qui va être au Maroc, je me demande si les recettes qui vont être générées par les espaces publicitaires, les stades et tout ça, auront un part pour les clubs, c'est-à-dire non pas seulement au club qui va remporter le championnat cette année, mais une aide qui est générale pour la fédération marocaine de football. Merci. Alors, la première réponse, c'est Aziz, hein, Guessous. Et après, ce qui est intéressant, c'est à Romigaï, parce que Romigaï était aux Émirats Arabes Unis lorsque les Émirats Arabes Unis ont organisé la Coupe du Monde des clubs. Et finalement, c'est peanuts pour le pays organisateur, hein, c'est tout. Hein, donc, il vous donne la recette des stades et encore. Hein. La FIFA arrive avec son armada, et puis vous gérez les taxis et les bus, c'est tout pour aller chercher les gens à l'aéroport. Hein, c'est tout. Hein, je crois, si je peux me tromper, je peux me tromper, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, c'est la FIFA qui vient gérer complètement de A à Z le championnat du monde pour club et qui reste au pays. C'est exactement comme il a dit, les activités à côté de l'organisation et je pense la recette du stade. Mais enfin, ce n'est pas pour ça qu'on va organiser le championnat du monde du club. C'est pour montrer la meilleure face du pays vis-à-vis le monde entier.
Là, c'est la grande opportunité qu'on a. C'est pas seulement, on n'organise jamais une grande manifestation mondiale pour faire un business. Autrement, c'est mieux de faire d'autres choses. Mais il faut utiliser cet grand événement sportif pour se montrer au monde entier, et pour démontrer qu'est-ce qu'on est capable de faire. Ouais. Jesus. Oui, alors sur les retombées d'un événement international comme celui-ci, effectivement, Megaï a tout dit, les droits appartiennent à des grandes institutions, qui sont la FIFA, qui sont la Confédération africaine de football, et qui interviennent et qui ont en interface un comité local qui organise l'événement, qui est l'interface des grandes institutions sur le plan local. Alors, pour les clubs et les retombées, les financements de ces clubs et des championnats, etc., ce que disait Megaï aussi, c'est que le club doit vraiment être au centre déjà des compétitions qu'il dispute tous les jours. C'est-à-dire qu'il doit avoir un business model qui est viable pour lui. Il doit être capable de gérer son propre stade, que les recettes de la billetterie lui reviennent en partie, que ses droits médias, marketing soient commercialisés déjà sur le plan local, qu'il rayonne déjà lui. Donc effectivement, ces grandes compétitions ont des retombées. Bon, bien sûr, il y a la dimension, vous avez vu les JO de Londres, c'est des budgets, une FIFA, rien qu'en termes de production, c'est 100 millions d'euros de budget. C'est des budgets qui sont énormes. Il y a des retombées. Les comités d'organisation locaux ont certains droits, etc. Mais effectivement, c'est plus le relais émotionnel, la vitrine que ça représente pour le pays, et aussi la joie pour la nation d'accueillir un tel événement qui entre en jeu dans la valorisation de recevoir de tels événements. D'autres questions? Vous avez les micros? Ceux qui ont les micros. Alors, le monsieur au fond, voilà, qui a le micro déjà, et après vous. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Alassane Souleymane, je viens du Mali. Je suis journaliste de formation. J'ai été journaliste sportif. J'ai couvert 3 Coupes d'Afrique des Nations. Donc, je subis, comme beaucoup de journalistes sur le continent, la dictature du football. Cette dictature qui s'exerce partout, et notamment dans ce débat. Moi, je voudrais poser 2 questions à 2 niveaux. Premier niveau, c'est au niveau du football, parce que je sais, à la lumière de ce qui a été dit, qu'il y a plusieurs blocages pour que l'on arrive au professionnalisme. Il y a d'abord les moyens, ensuite il y a la volonté. Or, à ce que je sache, la FIFA a donné une injonction qui veut que dans quelques années, je crois bien c'est en 2015, que tout le monde passe au professionnalisme. Alors j'ai besoin de savoir aujourd'hui, est-ce que le Maroc est prêt pour ça, malgré tout ce qui a été dit comme problème, c'est-à-dire qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut y passer. Est-ce que le Maroc est aujourd'hui prêt? Est-ce que le continent africain est prêt? Puisque ça a été dit aussi dans ce débat que le continent africain reste dans la périphérie et ne fait que le rôle de pourvoyeur. Le deuxième niveau, c'est au niveau de l'athlétisme. Je voudrais savoir si aujourd'hui ce gros souci de professionnalisme existe au niveau du football. Quel est le cas pour l'athlétisme? Est-ce qu'aujourd'hui, un pays comme le Maroc, il y a des centres de formation d'athlètes, de futurs champions, ou encore, puisque vous jouez un rôle au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme, M. Daouda, est-ce qu'aujourd'hui, le continent africain aussi est sur le chemin du professionnalisme en la matière? Merci beaucoup. Alors, qui répond sur le foot? Périphérie, puisque j'ai utilisé ce terme. Moi, je crois que, d'abord, aujourd'hui, le professionnalisme a une histoire, une longue histoire, parce que c'est 2013 comme dernier délai. Mais la FIFA a interpellé les pays africains dès 2000, déjà. Et à l'époque, rappelez-vous, on parlait de non-amateurisme. Voilà. L'expression qu'on avait trouvée pour dire passer de l'amateurisme, amateurisme marron, au non-amateurisme. Après, on s'est rendu compte que rien n'était fait, que l'expression ne payait pas. Et donc, on a contraint les clubs à passer aux professionnels par étapes. Donc, première étape, c'était 2008. Et dernière étape, en principe, ce n'est pas 2015, c'est 2013. Mais je crois qu'on n'est pas encore prêt. Et bon, que fera la FIFA par rapport à une réalité africaine qu'elle ne maîtrise pas non plus? La FIFA ne peut quand même pas prendre le gourdin et casser sur la tête des Africains. Mais l'essentiel, c'est que le professionnalisme se fait au petit pas, si on peut dire ça comme ça. Et il y a encore des problèmes monstres. Et on se suffit, si vous voulez, du côté juridique, sans tenir compte des contraintes, des aspects sociologiques, économiques liés au football africain. On peut résumer ça avec la peur du changement, et puis c'est tout. La peur du changement, voilà. Ouais.
Non. Alors, Aziz, sur la Confédération africaine, sur les centres de formation. Alors, bon, je peux vous dire, le Maroc a été précurseur dans cette question de centre de formation en matière d'athlétisme. C'est-à-dire déjà à la fin des années 80, non, pratiquement bien avant, au début des années 80, j'allais dire, à la fin des années 70, on avait innové justement en créant une première école qui a servi de noyau. Puis par la suite, cette expérience a évolué en école nationale d'athlétisme et puis en institut national d'athlétisme qui existe aujourd'hui, qui est l'institution justement où a été formé INSA et tous les champions que vous connaissez sans exception. Et ce modèle a été récupéré par la Fédération internationale qui est en train d'ouvrir à travers le monde, dans les régions les plus démunies, enfin les moins favorisées si vous voulez, des centres de haute performance qui sont justement mis à la disposition des pays qui n'ont pas la possibilité d'avoir leur propre centre pour former des athlètes. Au niveau de la Confédération africaine, justement, un des piliers ou de la stratégie de développement de l'athlétisme en Afrique, c'est justement de créer ce genre de centre. Nous en avons aujourd'hui 5 ou 6. Et nous en avons même dans des régions où on peut... au Togo, par exemple, on a ouvert un centre à Lomé, on est en train d'en ouvrir un autre du côté de Brazzaville, etc. Donc on essaye d'innover dans ce sens. Sauf que la spécificité de l'athlétisme, et c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est qu'il y a des sports qui sont capables de générer leur argent dès le début. En football, en première division ou en troisième division, vous pouvez déjà générer des recettes. En athlétisme, seule l'élite mondiale gagne de l'argent. Gagne suffisamment d'argent pour se déclarer professionnel. Le reste gagne de l'argent, un peu moins que ce qu'il ne faut pour subsister. Et donc, on ne peut pas les traiter de professionnels. C'est la nature même de ce sport qui est ainsi faite. Vous savez, le football, vous avez un champion. En athlétisme, vous avez 75 médailles. Donc, c'est 75 champions. Si vous devez rémunérer tout ce monde, mais quoique, pour ce qui est de l'athlétisme, à l'échelle internationale, l'IAF est en avance sur le reste des fédérations parce que l'IAF, il y a une ristourne pour les athlètes dans les championnats du monde. Nous avons bataillé dans les années 90 de façon à ce que les athlètes champions du monde obtiennent une prime de la Fédération internationale qui est assez conséquente, qui est, je crois, de l'ordre de $60 000 ou quelque chose comme ça aujourd'hui. Ce qui est très important parce que quand vous multipliez par le nombre de médaillés, et pratiquement tous les finalistes sont récompensés, ça fait beaucoup d'argent, ça fait un gros budget. Mais et là, justement, quand tout à l'heure la question a été posée sur les droits, on a l'impression quand on dit qu'un pays va organiser une Coupe du Monde que c'est lui, que toutes les retombées sont pour lui. Non, il n'a que peanuts, il a moins de 10% des retombées. Et en général, ces 10% se conjuguent avec les efforts financiers qu'il fait pour l'investissement et qui sont en général 90 fois supérieurs à ce qu'il obtient comme retombée. Et donc, la seule retombée véritablement positive, malheureusement pas commensurable, c'est celle de la retombée médiatique, de l'exportation d'une certaine image. C'est-à-dire qu'on s'expose au monde. Elle est commensurable. Tu multiplies le nombre de minutes sur les radios, les télévisions, les trucs comme ça. Tu ne peux pas dire que c'est tant de millions de dollars. Tu dis, bon, on a été exposé pendant 100 heures à la télévision, 200 ou 300 heures, mais tu ne peux pas mesurer. Et en général, quand certains pays... Il y a certains pays qui s'engagent dans l'organisation de certaines manifestations, qui n'en mesurent pas l'ampleur, qui par la suite tombent dans des problèmes très graves à la fin de ces manifestations, parce que restent sur place des infrastructures qu'il faut entretenir, qu'il faut faire vivre et entretenir, ce qui revient extrêmement cher par la suite. C'est pour ça que, par exemple, un pays comme le Qatar, en organisant la Coupe du Monde, va se débarrasser des stades. Il va en faire cadeau. C'est un cadeau empoisonné. Parce que c'est des stades qui vont être démontés. Si vous envoyez un stade au Mali où il faut payer je ne sais combien d'énergie par mois pour l'entretenir, je ne sais combien d'eau, je ne sais combien de ça, c'est la catastrophe. Vous voyez, donc le sport, il n'y a pas que cette face miraculeuse, mirobolante, joyeuse du sport. Il y a aussi ce qui est en arrière et qui n'est pas toujours très heureux.